Donc bienvenue ici à l'Espace à vendre. On est basé au 10 rue Assali à Nice, dans le centre-ville de Nice, à 2 pas de la gare, en plein cœur de Nice. Et c'est un lieu d'exposition d'art contemporain qui est fait en 3 temps, en 3 espaces, espace galerie, espace showroom et un espace que l'on appelle le château, qui était un ancien transformateur électrique, en 3 espaces qui totalisent 350 mètres carrés et qui nous permettent depuis 2013 de faire pas mal d'expos ici. Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 14h à 19h et les expositions sont visibles sur rendez-vous également. Oui, alors bonjour, je suis Bertrand Bardou, je suis le fondateur de la galerie. Maintenant, on va dire que je suis devenu le coordinateur des événements en partenariat avec Nicolas. Et donc, on a ouvert en 2004 un tout petit lieu qui était dans cette rue aussi. Et puis petit à petit, 4 lieux différents sont agrandis de plus en plus. Juste avant ici, on était avec Ben rue Vernier, on a fait un partenariat, une sorte de colocation dans un local qu'on a trouvé ensemble et on a fait les travaux. Et puis nous voilà arrivés ici depuis 2013. Depuis 2015 avec donc le grand espace dont parlait Nicolas qui est le château, qui est vraiment un espace magnifique, 150 mètres carrés sur 5 mètres de haut, pur, sans poteau, qui nous permet de faire des grosses installations. Et donc, et là en ce moment, ça nous permet de faire le lien. En ce moment, nous avons une fresque complètement dingue de 35 mètres carrés, de 35 mètres de long, pardon, sur 3 mètres de haut, entièrement faite en dessin, une foultitude de détails, d'influences qui vont de la science-fiction au Moyen-Âge, à la Renaissance. On y trouve de la bande dessinée aussi, des peintres du 16e, de l'école d'Anvers. Il y a énormément de références qui y sont. Alors, on a jusqu'à quand pour venir visiter cette... Alors, cette frise de dessin, puisque c'est sur papier, est installée jusqu'au 31 juillet, un petit peu à cause des circonstances actuelles. On a prolongé l'exposition, aussi parce que c'est vraiment un phénomène à voir, autant l'artiste d'ailleurs que l'œuvre. Et de la même façon, dans la partie galerie et le showroom où nous sommes en ce moment, nous avons gardé l'exposition qui s'appelle Maintenant le dessin, qui est une exposition collective qu'on avait voulu au tout départ évolutive avant le confinement et qui finalement va continuer à être évolutive et dynamique puisque tous les 15 jours à peu près de nouveaux artistes sont invités. Donc évidemment on ne pourra pas faire de vernissage pour le moment, donc on ne va pas changer entièrement l'expo, mais les murs sont investis à chaque fois, comme derrière nous le Jean-Baptiste Gagne, pour cette première comment on dit, réactivation de l'exposition et dans le côté galerie, un mur entier fait par l'artiste Pascal Pinault. Alors ici, il y a une œuvre de Pascal Pinault, qui est un des artistes invités de ce qu'on pourrait appeler le second volet de l'exposition Maintenant le dessin, puisque, comme je disais, évidemment, l'exposition a été marquée par cet arrêt ou par cette suspension et que nous avions envie de continuer à la faire vivre à travers des invitations, on appelait ça exposition dynamique, des invitations d'artistes à venir réinvestir, se glisser au milieu de l'exposition de dessin en cours. Et la première invitation, donc depuis le 28 mai, c'est Pascal Pinault, donc ici présent, en tout cas artistiquement, et Jean-Baptiste Gagne. Et donc, avec Pascal a émergé rapidement l'idée de présenter ce mur. Et en fait, ce mur qui est constitué, donc une installation de dessin, mais qui est constitué donc par ce fond qui est une impression photographique sur bâche et qui a déjà une histoire, hein, puisque c'est une photo à l'origine qui fait 37 mètres de long, qui a été exposée au FRAC Bretagne, et cette photo elle est issue d'un endroit très particulier qui est en rond-point, contre un peu toute apparence, qui est un rond-point qui est situé dans la région, dans le coin en fait, au-dessus de Cagnes-sur-Mer en allant vers Polygone Riviera pour être précis, mais
et c'est peut-être d'ailleurs pas pour rien, il y a cet aspect peut-être, cet endroit qui est un grand supermarché à ciel ouvert, et ce rond-point il est à la fois un peu grandiloquent, il est, comme on voit ici, hein, on a l'impression d'être face à une sorte d'oasis avec notamment là, avec cette cascade. Alors il faut imaginer que c'est évidemment un morceau, un extrait, un point de vue de cette photo globale, puisque avec son photographe François Fernandez, ils avaient photographié l'ensemble du rond-point, en tout cas de ce qui était des éléments qui étaient présents sur le rond-point, en tournant autour et en remettant à plat l'ensemble de cette photo. Et sur cette photo, il fait un accrochage ici de 9 dessins, qui est une pratique extrêmement intéressante chez Pascal Pinault et assez forte, hein, qui le suit depuis un moment, puisque c'est pas le cas ici, même si certains commencent à être historiques, hein, notamment ce dessin de 98. Il a une pratique de dessin depuis 89 qui va prendre quasiment exclusivement ce type-là, ces formats-là, et on va avoir quelques thèmes très récurrents chez lui, comme le motif de manière générale, comme la peinture automobile, hein, ça c'est quelque chose qui va traverser son œuvre et ses dessins, et puis le motif au sens finalement aussi de tradition populaire, et donc la reprise de motifs géométriques qui vont s'insérer dans son dessin, dans sa peinture, et quand je disais de choses populaire, de tradition populaire. Ici, par exemple, un dessin où il a utilisé du rouge à lèvres. Ici, je parlais des motifs. On voit évidemment, on identifie toujours tout de suite, en tout cas, les cibles qu'il a utilisées ici. Un tissu, là, un travail sur de la soie, alors sur une soie qui est retournée. Donc on est à la fois dans le tissu, on est dans le vrai, le faux aussi, puisqu'il y a des éléments qui sont retravaillés, il y a des endroits qui sont le fil, et puis il y a des endroits qui sont vraiment le dessin. Ou ici, des stickers automobiles, les collants de voitures qu'il utilise de manière, là, évidemment, totalement abstraite. Alors ici, on est face à un mur fraîchement installé de Jean-Baptiste Gane. C'est un artiste qui est basé ici à Nice et qui est entre autres professeur à la Villa Arson. C'est un artiste qui est assez précieux ici sur le territoire et finalement qu'on voit peu ou pas assez, et qui est important, et qui a fait cette série de dessins pendant le confinement. Donc elles ont une valeur évidemment spéciale pour lui, pour nous, puis pour cette histoire. Et en fait, il part un peu j'ai envie de dire, de la sensation ou du sentiment que ce moment de pandémie et de confinement, en fait, lui évoque une sorte de proximité avec d'autres périodes de l'histoire, et en particulier le Moyen-Âge. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait ici sur ses dessins? Il a un peu télescopé, il a même complètement télescopé ces deux moments, la pandémie et le Moyen-Âge, donc en récupérant des illustrations finalement assez qu'on connaît assez bien, hein, qu'on a un peu tous en tête dans un imaginaire collectif. Donc ici, par exemple, le médecin de la peste de Marseille, qui est extrêmement identifiable, à la fois avec son masque, et il les a incrustés sur des images très contemporaines, elles, souvent issues de l'actualité, et en particulier, alors ici, c'est Gotham City, la ville de Batman, la ville du vice, l'espèce de New York du vice, et en fait, partout, on va trouver alors des choses très liées, là encore, à cette actualité. Évidemment, le drone qui survole, là encore, ce personnage médiéval. On est dans des sortes de monstres aussi. On va trouver des cops américains, des militaires, des scientifiques, voilà, et puis plein d'autres choses à découvrir ici. Mais on voit bien là ce télescopage, et puis aussi sûrement ce besoin, cette envie pour lui d'avoir réalisé ces dessins à ce moment-là si particulier, forcément. Alors ici, c'est vrai que c'est une des particularités d'Espace Onde, c'est quelque chose en tout cas que l'on
qu'on défend, c'est l'idée de l'échange, c'est l'idée de la rencontre. Ça peut sembler banal, mais je pense que c'est assez important, et je pense que ça peut être une expérience qu'on vit quand on vient ici, la rencontre évidemment avec les artistes et avec les œuvres, mais aussi la rencontre avec Bertrand ou moi en tant simplement que médiateur ou transmission de l'intention de l'artiste, de l'œuvre et de ce qui nous anime dans ce métier-là. C'est vraiment le plaisir que l'on prend ou l'émotion que l'on a face à l'œuvre d'art. Donc l'accompagnement, il est hyper important pour nous et on ne laisse pas les gens seuls, contrairement peut-être à d'autres endroits, à d'autres galeries où les gens ont peur de rentrer. Et il ne faut pas avoir peur de rentrer dans une galerie. Déjà, l'entrée est libre dans une galerie, comme dans toutes les galeries. Ça peut sembler évident, mais ça l'est pas tant que ça. L'entrée est toujours libre dans une galerie, donc ça veut dire que c'est un endroit où on peut voir de l'art sans débourser un centime. Malgré tout, évidemment, et c'est l'intérêt d'une galerie, les artistes doivent en vivre et la vente des œuvres, c'est important pour soutenir les artistes et les lieux d'art. Et donc oui, les œuvres sont en vente. Toutes les œuvres qui sont visibles ici, en général, sont à la vente et elles peuvent évidemment, les gammes de prix sont extrêmement larges, extrêmement variables, mais surtout on défend aussi l'idée d'œuvres accessibles, que ce soit par du multiple d'art. Ça peut être des sérigraphies, on a plusieurs sérigraphies, pas mal de sérigraphies même que l'on édite, que l'on coédite, qui elles vont démarrer à 100 €, ou même de l'affiche ou des objets d'art qui sont vendus à moins que ça, à des dessins qui tournent autour de 1 000 € ou plus évidemment selon la notoriété des artistes, mais ça reste l'idée qu'il y en a pour forcément pour toutes les bourses et que c'est ouvert et c'est un peu l'idée aussi de cet endroit, alors qui est une manière de présenter les œuvres et les multiples et les objets d'art qui finalement doit être un endroit qui est assez vivant aussi, où les gens peuvent aller chercher, fouiller les œuvres, les regarder, alors là pour le coup avoir une sorte d'interaction avec elles. Oui, bien sûr. Alors ça commence à faire pas mal d'années qu'on est ici et on entend de bouche à oreille qu'on nous appelle le petit musée ici. C'est une appellation qui nous plaît beaucoup et qui est d'autant plus d'actualité d'ailleurs. Mais dans cette idée du petit musée, en tout cas que des gens du quartier, je pense oui, il y a cette idée évidemment qu'il ouvre des œuvres d'art qui semblent pas forcément quelque chose qui est apporté ou accessible de certaines personnes dans le quartier. Et on a, nous, cette volonté en permanence justement de les faire découvrir à ce public qui a pris l'habitude de rentrer, de commenter aussi ce qu'on fait, des fois d'être critique aussi, alors qu'on confronte aussi des fois à ces critiques parce que c'est simplement des fois en passant comme ça, juste en jetant un œil et où on invite, viens, rentre et viens voir ce qu'il s'y passe. Alors ici on est dans le château de l'Espace Savant, donc c'est un local de 150 m². C'est un local assez important, assez impressionnant, sachant qu'on est en plus dans le centre-ville de Nice, donc c'est un peu unique. Les gens ne savent pas forcément, ne peuvent même pas savoir quand on est à l'extérieur que ce local-là existe au fond de notre cour, et donc on y fait des installations qui sont souvent dédiées, spécifiques pour ce lieu. C'est le cas ici de cette installation qui s'appelle Carambolage au marché d'Anvers, qui est une installation de Quentin Spon et qui est une frise de dessin sur papier de 35 mètres de long, 35 mètres linéaires, qu'il a réalisé spécialement pour ce lieu. Alors c'est un projet qui a commencé en 2018, on a commencé à en parler en 2018 avec Quentin et sur lequel il a travaillé pendant plus d'une année à raison de plus de 10 heures par jour. Alors ici, on peut dire que c'est un dessin sur mesure dont chacun des éléments, chacun des murs a une histoire, a une narration dans un ensemble cohérent, dans un ensemble commun.
Parmi les inspirations de Quentin, déjà d'un dessin complètement virtuose, hein, on peut le voir, on peut le lire, il y a autant des peintres flamands, et les peintres d'Anvers, c'est énoncé dès le titre, hein, c'est une référence très précise à l'école d'Anvers. On est au début du XVIe siècle, et plusieurs peintres, dont Peter Hertzen, vont avoir cette intuition de la nature morte et de ce qu'on va appeler plus tard la nature morte inversée, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur les marchés d'Anvers et ils vont peindre ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient, ce sont des profusions de légumes, de viande. Donc on va avoir des peintures qui vont être à la fois très organiques, avec très alimentaires au premier plan, mais de la peinture profane, et puis au second plan, la peinture religieuse, sacrée, et en petit, donc au second plan. Et en fait, ça va être l'élaboration matérielle de ce dessin ici, en tout cas de cette proposition carambolage au marché d'Anvers. Et le carambolage, on le voit, c'est parce qu'il prend ces formes et qu'il va les télescoper avec un univers qu'il affectionne particulièrement, celui, on va dire, de la science-fiction, celui de la dystopie, dont on va retrouver beaucoup d'éléments. Pour parler un peu de Quentin, c'est un jeune artiste, hein, il est né en 1984, il est né à Colombes, en région parisienne, et il a fait ses études ici à Nice, à la Villa Arson, c'est d'ailleurs là qu'on l'a rencontré, et il en sort diplômé en 2013. Et déjà à la Villa Arson, il y avait la préfiguration de ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire déjà beaucoup de dessins en grand format, et puis l'utilisation d'une technique qui est une sorte de technique préférentielle qui revient assez souvent, alors pas uniquement ici, mais qui est la pierre noire. La pierre noire et le graphite. Ici, on est donc face à ce dernier morceau de la fresque de 35 mètres. On voit plusieurs éléments. Déjà, dans la réalisation même de la fresque, on voit ici ce quadrillage. Ce quadrillage, il est déjà complètement incroyable. En fait, il a dû quadriller l'ensemble de son papier, puisque c'est un papier de 2 mètres de haut qu'il a déroulé. Et il a réalisé ses dessins au sol dans son appartement, qui n'est pas très grand. Donc pour ce faire, il a dû avoir une échelle. Et en fait, cette échelle, c'est ce quadrillage qu'il a réalisé au préalable à la main, avec un réglé et du graphite très léger. Et ce quadrillage déjà a pris plusieurs semaines uniquement à tracer ces lignes et ces cases de 5 mm de large. Et en fait, elles lui ont permis la mise au carreau, la mise à l'échelle de dessins de plus petites dimensions, puisqu'il était une nécessité, puisqu'il n'avait aucun recul sur son dessin, qu'il a bien sûr découvert ici. On retrouve ce dont je parlais tout à l'heure sur le marché d'Anvers et sur finalement cette perspective inversée, ou cette nature morte inversée, avec les éléments surdimensionnés au premier plan, extrêmement organiques ici, très charnels, qu'on voit ici, assez abstrait d'ailleurs, en tout cas qui se mélange avec beaucoup d'abstraction. Et puis au second plan, en incrustation, les scènes très typiques du travail de Quentin Spaun, qui sont dominés par quoi? Des écrans de télévision, des câbles d'ordinateur, hein. On est dans quelque chose de très numérique, on est dans une vision qu'on peut imaginer assez sombre, un peu apocalyptique. Pourquoi pas, on est dans Brésil, on est aussi dans un enfer technocratique, bureaucratique. Et puis ici, ce personnage qui est assez important, en fait, ces personnages, des sortes de clones travailleurs, hein, ils ont les mains qui ont l'air de pianoter sur un clavier, avec ce bras un peu bionique, une montre, peut-être une montre connectée, qui est en train de tirer ce visage, de le manipuler. Voilà, l'informatique en train de manipuler l'homme, un des domaines